On nous dit que la NUP, c'était un accord électoral. Mais là, cet accord électoral, il s'est bien fait sur une base politique. Vous avez signé quand même un certain nombre de points communs, un programme, etc. Or, si vous vous redivisez de nouveau dans l'Assemblée nationale, la NUP aura été simplement un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à l'Assemblée, si chacun reprend ses bis, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, parce que si vous avez plusieurs groupes, vous avez plus de moyens, plus de temps de parole, plus de dotations financières qui sont allouées à chacun des groupes que constitue la NUP. S'il y a un groupe monolithique, tout ça est raboté. Donc la rationalité des moyens fait en fait que vous ne pouvez pas rester unis et que la proposition de Jean-Luc Mélenchon de rester un groupe NUP à l'intérieur de l'Assemblée nationale sera évidemment refusée parce que personne ne veut voir ses moyens amoindris, tout simplement. Mais encore une fois, le problème c'est qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, tout ce sur quoi vous étiez d'accord avant, et je rejoins ce que vous disiez, monsieur le député, à l'instant, c'est-à-dire que vous avez trompé vos électeurs, parce qu'en réalité, chacun reprend ses billes à l'Assemblée. Mais attendez, mais si jamais à l'Assemblée... Moi-même, je l'ai dit à multiples reprises sur ce plateau, on a toujours été clair. Cette nouvelle Union populaire écologique et sociale est une alliance de circonstances. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit et des différences que vous avez soulignées, Jean-Marc Morandini, que vous n'avez pas nié, la gauche n'a pas de majorité, même relative, à l'Assemblée nationale. Vous avez une agrégation de groupes qui pensent des choses différentes sur des sujets importants. En réalité, pourquoi ? Sur des sujets de gauche. Sur des sujets de gauche, mais en réalité, parce qu'il y a eu en fait un double barrage. Il y a eu le barrage qui a été fait à la majorité présidentielle, ce qui explique sa majorité relative, dont on entend d'ailleurs plus relative que majorité, s'agissant du président. Mais il y a aussi le barrage à la NUP. Parce que, en fait, pourquoi le Rassemblement national est aussi haut ? C'est parce que dans tous les duels où il y a eu un candidat, ou en tout cas dans beaucoup de duels où il y a eu un candidat de la NUP face à un candidat du Rassemblement national, beaucoup se sont reportés, y compris des gens qui ne votaient pas RN, pour faire barrage aux outrances de Jean-Luc Mélenchon, pour faire barrage donc aux outrances de la NUP à laquelle il est associé. Voilà ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'Assemblée nationale, le groupe majoritaire, la principale force d'opposition, c'est pas cette espèce d'agrégat, d'amoncellement hétéroclite qu'on appelle la NUP, pas du tout. C'est le Rassemblement national, que vous le vouliez ou non. Je veux réagir parce qu'on retrouve la même phraséologie complètement crétine d'extrême droite, de diabolisation, etc. Enfin, aujourd'hui, l'Assemblée nationale comporte 89 députés RN et peut-être 2 ou 3 autres qui sont apparentés. Est-ce qu'on va dire qu'il y a 90 ou 92 députés qui représentent des millions de personnes qui seraient d'extrême droite ou qui seraient fascistes en France ? Justement, l'une des nouveautés de cette Assemblée, c'est qu'enfin, l'Assemblée ressemble un peu plus aux différentes sensibilités politiques en France, et il faut arrêter avec la criminalisation et la pénalisation de tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'on croit être républicain. Qu'est-ce que ça veut dire être républicain ? Et je ne vois pas de monarchiste en France. Il n'y a que des républicains. Si un parti est anti-républicain, c'est un parti qui serait interdit. Le Rassemblement national n'est pas un parti anti-républicain. Reconquête, c'est pas un parti anti-républicain. Même les partis de la NUP, la France Insoumise, etc., ce ne sont pas des partis anti-républicains. Ils représentent des sensibilités politiques, et il faut sortir de la démonologie pour faire vraiment de la politique et discuter avec les différentes sensibilités. À part que quand vous voyez les Républicains qui ne veulent pas discuter avec vous, avec le Rassemblement national, par exemple, vous voyez bien que le Rassemblement national est tricard encore. Oui, d'accord, mais enfin ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils refusent de discuter avec des millions et des millions de Français ? Le président de la République. Non, mais c'est-à-dire... Elle doit partir, Elisabeth Borne ? Elisabeth Borne, alors je vais répondre à votre question dans un instant, mais Elisabeth Borne, elle est un peu, je dirais, à contre-emploi par rapport à cette nouvelle Assemblée. Elisabeth Borne est une technocrate, c'est une gestionnaire, personne ne conteste ses compétences en matière de gestion de l'État, sauf que là, l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, c'est une Assemblée éminemment politique. C'est d'ailleurs le grand retour de la politique au sein de l'hémicycle. Pour la première fois depuis très longtemps, l'Assemblée nationale n'est pas faite de gestionnaires, elle est faite de députés qui ont été élus sur des convictions très marquées, que ce soit d'ailleurs les députés de la NUPES ou les députés du Rassemblement national. Donc il va falloir évidemment un Premier ministre qui lui aussi a une épaisseur et une surface politique pour pouvoir engager le dialogue avec le Parlement. Donc je ne crois pas que ça soit le cas d'Elisabeth Borne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la démission ou non d'Elisabeth Borne, je crois qu'Emmanuel Macron, je me mets à sa place, c'est aussi son premier bras de fer, en quelque sorte, avec le Parlement. C'est-à-dire qu'il impose sa première ministre, il lui refuse la démission. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire alors les gens, enfin les nouveaux députés ? Il y a une motion de censure qui va être présentée dans quelques jours, justement contre le gouvernement. Et évidemment ils n'ont pas intérêt à la voter. Parce qu'en réalité, la seule façon de changer le Premier ministre, étant donné qu'Emmanuel Macron a refusé sa démission, c'est de changer l'Assemblée.
Or, en fait, exactement. Donc les groupes en fait qui viennent d'être élus de haute lutte, si je puis dire, le Rassemblement national qui réalise un score historique, je ne vois pas comment il va pouvoir voter une motion de censure qui entraîne la dissolution de l'Assemblée avec le risque de ne pas avoir le même nombre de députés. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et d'un point de vue juste stratégique, je pense qu'Emmanuel Macron, même s'il est en décalage total et avec l'Assemblée et avec ce qui vient de se passer au niveau électoral, d'un point de vue tactique, il a raison de planter le décor et de mettre le bras de fer là où il faut à cet instant. Les Républicains sont en réalité un peu à contre-pied par rapport aux nouvelles majorités qui s'expriment dans l'Assemblée nationale. Prenez par exemple la dépense publique. Les Républicains, on peut dire à juste titre, sont très à cheval sur la réduction des dépenses publiques et sur la baisse de l'endettement et des déficits. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée ? On a deux blocs constitués par la NUPES et constitués par le RN, dont le lien, dont le point commun, c'est justement d'accroître la dépense publique parce qu'il y a une demande des Français d'un État-providence plus fort par rapport à une agrégation d'insécurité, une paupérisation croissante des Français qui justement... Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je dis juste que voilà ce qu'expriment les Français. On a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de difficulté de vie, et c'est pas en disant qu'il faut à ce moment précis réduire l'endettement que vous pouvez. Les Français expriment leur lassitude face au nombre de charges qui pèsent sur eux et sur ce qu'ils gagnent. Ça se résout peut-être. Ils expriment surtout leur lassitude face aux politiques qu'ils ne croient plus, en qui ils ne font plus confiance. Si on parle de dépenses publiques, il y a deux manières de faire. Soit on en dépense davantage. Le seul salut des Républicains aujourd'hui, effectivement, parce que politiquement, ils ont en quelque sorte gagné, puisque c'est la force d'appoint éventuelle pour Macron, la seule. Donc même si le RN est le grand gagnant politiquement, enfin en tout cas électoralement, politiquement, les Républicains sont faiseurs de roi. Donc il faudrait en réalité que Macron propose à Valérie Pécresse d'être sa première ministre. Et à ce moment-là, ça résoudrait la problématique de la majorité relative. Si vous reçoit aujourd'hui, vous lui faites voilà, la suggestion. Non, mais moi, Léon Desfontaines. À mon propos, la responsabilité par rapport à qui ou par rapport à quoi ? Est-ce que la responsabilité de l'opposition, c'est de faire en quelque sorte la politique du gouvernement pour que le système soit sauf et qu'on puisse gouverner, ou est-ce qu'il s'agit, et à mon avis c'est pas le sens du propos de ce député, ou est-ce qu'il s'agit d'être responsable par rapport à leurs électeurs ? Parce que c'est ça aussi, il y a une double responsabilité. Le fait que le pays soit administré et gouverné est une chose, mais on ne peut pas gouverner contre la volonté du peuple. Donc la première responsabilité des députés qui viennent d'être élus, c'est la responsabilité vis-à-vis du mandat que leur a accordé le peuple, en tout cas leurs électeurs. Vous comprenez ? Donc je ne vois pas le Rassemblement national ou le Parti communiste ou la France insoumise faire le jeu du gouvernement juste au prétexte que ça soit gouvernable. Parce qu'à ce moment-là, c'est ignorer ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est quelque chose d'historique. C'est que malgré le fait majoritaire, qui est la caractéristique de la Ve République et qui faisait en sorte que le gouvernement avait toujours une majorité, malgré le fait majoritaire, les Français viennent d'imposer la proportionnelle de force à l'intérieur d'un système majoritaire. Et donc il va falloir effectivement apprendre à sortir du monolithisme dans lequel le macronisme a mis l'Assemblée pendant 5 ans et à enfin faire de la politique. Alors ça peut être de la grande politique, donc avoir une vraie vision stratégique. Le risque, c'est la France bloquée. Voilà. C'est ça le problème. Mais aussi de la politique politicienne, c'est-à-dire les fameux compromis dont vous parliez il y a un instant. Donc il y a pas de la politique politicienne. Si, parce que tous les pays d'Europe fonctionnent comme ça. Pas de la politique politicienne. Quand on dit que le gouvernement devra aller chercher texte par texte des majorités, c'est de la politique politicienne. Ça veut dire qu'on construit les textes en fonction de ce que les uns et les autres apportent dedans. Je suis d'accord avec vous, monsieur le député, mais le problème, c'est que le président de la République n'a pas une claire vision stratégique, n'a pas une claire ligne politique de ce qu'est la France. Surtout quand on vient au vrai rôle de l'Assemblée nationale. Jusque-là, pendant 5 ans, ça a été une chambre d'enregistrement où il ne se passait rien. Aujourd'hui, ça va devenir un vrai pouvoir, parce que c'est un vrai pouvoir.